Alors vraiment tout d'abord pour vous dire le plaisir et l'honneur que vous nous faites en participant ici à la Martinique à ce colloque, parce qu'il nous tient à cœur, tout à la fois de partager nos réalités et surtout de vous faire aimer la Martinique comme nous l'aimons, et bien au-delà aussi la Guadeloupe et tout l'arc caribéen, et de faire en sorte que vous repartiez d'ici en ayant la capacité à intégrer nos réalités comme autant de dimensions qui nous mobilisent au quotidien, nous élus, mais aussi l'ensemble des acteurs, parce que nous sommes conscients que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Alors, j'aurais tellement aimé, comme nous l'avons fait ces derniers jours, vous extraire de cette salle et partager avec vous les réalités du terrain, plus que sur quelques slides que je vous montrerai tout à l'heure, parce que ce que nous vivons est quelque chose de tellement fort que rien ne vaut une petite séquence sur le terrain, comme nous l'avons fait avec nos amis de la délégation du BODEM, Yann Verling et Jean-Jacques Gégou, parce que je crois qu'ils repartiront dans leur pays différents. Et c'est un petit peu ce voyage que je veux partager avec vous. Alors, d'abord, il y a aussi quelque chose qui caractérisera certainement mon intervention. Ce sont des propos empreints d'une certaine gravité, parce que la matière le suggère, et que nous sommes dans des dimensions extrêmement impactantes pour l'avenir de nos populations et l'avenir de notre territoire. Alors il ne s'agit pas de se faire peur, il s'agit juste de poser un regard responsable sur des réalités qui sont désormais quotidiennes pour les Martiniquaises et les Martiniquais. Alors, la question du changement climatique a été largement débattue et posée, mais elle s'analyse tout à la fois par des actes posés par les organisations humaines qui s'additionnent à des réalités portées par des changements naturels. Et lorsque nous faisons la somme de ces changements, nous nous rendons compte qu'ils sont extrêmement forts et graves. D'abord parce que ça s'analyse comme des menaces et voire des dangers de tous ordres. Il y a bien évidemment la perte de vie humaine. Et lorsqu'on fait le bilan souvent de ces événements climatiques, ils se soldent par des pertes humaines. Les événements de la Caraïbe et notamment les cyclones que nous avons connus en témoignent douloureusement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des blessures, des altérations durables de la santé, la perturbation de la production alimentaire, de l'approvisionnement et de la gestion de la ressource en eau, des dégâts et des pertes matérielles touchant les biens, les équipements, les moyens de subsistance et la fourniture des services liés à l'énergie, aux communications, aux transports, qui nous font que plus jamais prendre conscience que lorsque ces événements interviennent, nous sommes plus que jamais des zones non interconnectées, des ZNI. Alors l'extinction d'espèces aussi est une forte préoccupation, mais il y a donc tout ce qui affecte durablement notre écosystème et singulièrement ce qui est de notre rapport au monde, notre biodiversité. Alors, combiné à ce danger prégnant, il y a la notion d'exposition. Et lorsqu'on regarde la réalité dans laquelle nous sommes, il est évident que nous ne pouvons que constater que nous sommes exposés à ces changements. Et cette exposition est non seulement avérée, mais en plus sur une occurrence élevée, ce qui traduit tout simplement une très forte vulnérabilité de nos sociétés face à ces phénomènes. Alors, l'autre élément que je ne peux passer sous silence, il ne s'agit surtout pas de juger qui que ce soit, mais ça traduit aussi une réelle incapacité collective, faute d'une culture du risque et de la gestion territoriale concertée du risque, à développer des logiques d'adaptation. Alors, dans tous les pays de l'arc caribéen, quel que soit leur niveau de développement, cette question est une question prégnante parce qu'il s'agit aujourd'hui d'être extrêmement conscient qu'il relève du quotidien dans bien des domaines. Alors, l'Agence martiniquaise de l'énergie, qui a été fondée par mon ami Dany Chaumet ici présent, a fait un travail remarquable il y a 2 ans et demi, puisque nous avions le plaisir d'accueillir ici même, en Martinique, le 9 mai 2015,
l'ensemble des chefs d'État de la Caraïbe, avec le président Hollande, et qu'à cette occasion, la contribution martiniquaise avait été unanimement saluée, avait donné lieu à des résolutions. Et le temps est peut-être venu non seulement de marquer quel est l'état concret d'avancement de ces résolutions, mais surtout de témoigner et d'illustrer ce que nous vivons. Alors, si la technique veut bien, voilà, je vais partager avec vous quelques données. Alors, celle-ci est malheureusement peu lisible, mais nous avons effectivement tout ce qui relève de la dégradation de la qualité de l'air, qui est mesurée au quotidien par une structure qui s'appelle Madilinaire. Et vous verrez qu'il y a des indices qui vont du très bon au très mauvais, et que lorsque l'on regarde la courbe qu'on peut dessiner, ben le 20 avril, c'est pas très lointain. Nous avions un pic de pollution particulièrement préoccupant qui faisait de la Martinique, ce jour-là, un territoire où il ne faisait pas bon respirer. Parce qu'il y a lié à ces phénomènes des réalités de santé pour ceux qui sont les plus fragiles, porteurs de syndrome, d'asthme ou d'autres maladies respiratoires, qui impactent considérablement le confort de vie et peut-être même la réalité des maladies qui affectent nos concitoyens. Alors, bien évidemment, cette dégradation de l'air est un vrai problème. Il y a ensuite plein de sujets qui sont liés à cela et qui sont répertoriés comme étant des éléments touchant au changement climatique. La baisse de rendement des cultures. La Martinique a été pendant longtemps une île sucrière. Elle le demeure quelque peu, mais nous ne sommes bien évidemment plus dans les mêmes dimensions. Cependant, si vous aviez avec nous fait le tour de la Martinique, vous voyez que nous sommes actuellement en phase de récolte. Et que la particularité de la récolte sucrière, c'est qu'elle intervient à un moment qui correspondait, dans ce qu'on appelle communément le carême, à une période de sécheresse. Et cette période de sécheresse était pour nous déterminante, parce qu'elle permet effectivement de mesurer le taux de sucre présent dans la canne. Et plus il y a de sécheresse, plus la richesse en sucre augmente et plus les rendements augmentent. Sauf que cette année, mais pas seulement, nous avons à constater que nous avons un degré de pluviométrie tel que, indépendamment des questions de volumétrie, nous avons aussi à connaître d'un taux de saccharose qui est tellement faible que nous sommes d'ores et déjà certains que le coût pour la collectivité au terme de cette récolte sera une fois de plus extrêmement marqué. Il y a quelques jours, nous connaissions un phénomène spectaculaire et inattendu. Spectaculaire parce que le fait que les sols soient gorgés d'eau, nous avons connu un tel degré de pluviométrie sur une séquence relativement restreinte en temps que la Martinique a été frappée par des inondations extrêmement spectaculaires et dangereuses. À ce jour, au moment où je parle, plus d'une centaine de familles sont toujours sans abri. Et ce phénomène a été aggravé, marquant ainsi ce changement climatique par des grêlons qui se sont abattus sur la Martinique. Et je vous laisse imaginer la stupeur, la stupéfaction de celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de voir tomber du ciel autre chose que des gouttes d'eau. Donc il y a, lié à ces phénomènes, une réalité socio-psychologique qu'il faut aussi intégrer. L'élévation de la température des eaux a un impact direct sur la classification des phénomènes graves que nous avons connus. Harvey, Irma, Maria sont autant de témoignages d'une nouvelle classe de cyclones inconnue, avec des vents de plus de 350 km/h. Et bien évidemment, avec une inadaptation d'un certain nombre d'équipements, d'infrastructures, qui nous exposent effectivement à des aléas. La perte de littoral, c'est une donnée. Nous étions avec nos amis aux prêcheurs, et quand le maire exprime que voilà, cette perte de littoral s'est inscrite sur 20 ans, en fonction des lieux, entre 20 et 100 mètres. Entre 20 mètres et 100 mètres en 20 ans. Ce sont des dimensions extraordinaires qui affectent durablement, bien évidemment, le trait côtier et le visage même de la Martinique.
Quand il y a également, et ça ce sont des phénomènes que nous vivons régulièrement, des secousses telluriques de magnitude qui peuvent être très élevées, mais y compris celles qui sont peu élevées, relèvent d'une telle fréquence que l'Observatoire du Mande des Cadets enregistre une réelle activité sismique. Et quand nous connaissons la réalité des plaques sur lesquelles l'arc caribéen est ancré, nous avons, et des études en témoignent, la certitude que nous connaîtrons tôt ou tard un big one, un gros tremblement de terre. Il ne s'agit pas de se faire peur. Il s'agit de regarder la réalité avec, encore une fois, celles et ceux qui connaissent certains quartiers de Fort-de-France ou d'autres quartiers de la Martinique, une réalité de risque avérée qui commande que des dispositions soient prises. Alors, bien évidemment, et de façon spectaculaire, nous avons à connaître le phénomène du lard au prêcheur, qui reste, monsieur le maire, un peu pantois face à son rocher, mais sur lequel nous avons, là aussi, beaucoup regardé et observé, avec une certitude, c'est que cela va continuer. Et que pour les populations qui sont concernées, et nous l'avons vécu et mesuré, il y a un réel émoi. Et cet émoi ne peut pas nous laisser indifférents et insensibles. Et bien évidemment, toujours dans le même registre, nous avons, donc ça c'est le détachement du Morne qui a été de façon très spectaculaire, mais nous avons ce phénomène des sargasses qui impacte un certain nombre de communes, Trinité, Robert, Vauclin, Diamant, qui sont les plus touchés, avec là aussi des réalités qui sont pour nous extrêmement fortes. C'est qu'il y aura, et de façon certaine, une occurrence de plus en plus élevée de ce phénomène. Et nous nous préoccupons toujours de savoir, mais finalement, quel avantage en tirer. Et nous avons une petite illustration hier au prêcheur où finalement, tant qu'il n'y a pas de dégradation de ces sargasses, finalement, à ce qui paraît, on peut pêcher dessous et que la pêche est abondante. Mais une fois que la dégradation s'est engagée, il y a cette émanation, et c'est très grave, de sulfure d'hydrogène, qui fait que, quoi qu'en disent certains, l'oxydation, la détérioration des équipements technologiques, des réfrigérateurs, ne peut pas nous laisser indifférents sur la réalité de l'exposition et de l'inhalation de ces gaz pour nos compatriotes. Ce matin, j'écoutais Josette Borel-Lincertin, puisqu'il y a actuellement une crise des sargasses en Guadeloupe, et elle jetait un cri d'alarme. Alors, combien de temps allons-nous continuer à vivre notre merveilleux isolement comme étant une impossibilité de vraiment mutualiser nos réflexions, nos recherches, nos moyens pour faire en sorte qu'il y ait une vraie démarche, effectivement, d'adaptation et demain de résilience. Mais plus grave, le fait de laisser chacun isolé dans son petit coin expose à des pratiques un peu empiriques qui, faute d'informations, s'avèrent finalement catastrophiques. Parce que il y a, et c'est là aussi d'une découverte relativement récente, attachée à ce phénomène, l'identification de mercure. Parce que lorsque l'on récupère ces sargasses, parce que la collecte des sargasses est déjà une première étape, ensuite il faut traiter. Mais avant de traiter et d'assister à une lente désagrégation, il y a eu des réalités à la fois de revendication de terrain pour faire du stockage, et ces terrains méritent aujourd'hui d'être traités. Alors d'où viennent ces sargasses ? Elles sont chargées en mercure, donc il y a une origine particulière. Comment faire pour qu'il y ait une information claire, objective, posée à l'adresse de la population, qui se pose des questions, qui bien évidemment s'adresse à son édilité, à son maire, à ses élus locaux de proximité, et qui eux-mêmes n'ont pas toujours
de la part de ceux qui ont engagé des recherches, les retours nécessaires pour avoir un discours clair. Et donc aujourd'hui, nous sommes exposés à un risque majeur qui nécessite une démarche et c'est vraiment une revendication que nous posons pour qu'il y ait une réelle prise en compte de ce phénomène à l'aune d'analyse, d'une recherche et qui nous permettrait, là aussi, de nous engager durablement dans un cycle plus vertueux. Alors, concernant la résilience, je me suis beaucoup interrogé lorsqu'il s'est agi de savoir ce que j'allais poser cet après-midi. Parce que, toute évidence, nous n'y sommes pas. Et nous n'y serons pas à court terme. Parce qu'il s'agit de savoir si cet objectif ambitieux de développer une capacité à maintenir intègres nos systèmes sociaux, économiques ou écologiques, et de faire face aux événements dangereux, aux perturbations, à y réagir et à se réorganiser de façon à conserver les fonctions essentielles de chaque élément de nos systèmes, avec le respect de l'identité de chaque structure, tout en maintenant la faculté d'adaptation, d'apprentissage et de transformation. Nous n'y sommes pas. Alors nous devons nous engager certainement dans une logique d'adaptation. Et que cette adaptation nécessite que nous posions des cadres. Et ces cadres que nous pouvons poser, voilà, nous vous invitons vraiment à y réfléchir, d'abord autour de quelques axes, parce que c'est très important. D'abord, lister nos points de vulnérabilité. Et adosser à ces points de vulnérabilité, vraiment cet arbre de causalité. Et bien évidemment, de remédiation. Avec un enjeu, c'est d'arriver à les chiffrer, pour établir un vrai plan. Les axes, nous les connaissons. Il s'agit de développer un plan d'aménagement durable de notre territoire, de faire évoluer la conscience collective du risque par de l'information et de la formation. Il s'agit de développer des projets pilotes. Celui-ci en est un. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire, j'y reviendrai tout à l'heure, de simplement gérer des relations qui seraient d'un ordre financier avec l'État. Il s'agit aussi pour nous d'établir un plan risque majeur. La mémoire collective s'estompe, elle se perd. Et nous avons eu dans le passé, peut-être parfois très éloigné de cette mémoire, mais à déplacer de façon massive des populations. Massive à Saint-Pierre, aux prêcheurs. Avons-nous seulement aujourd'hui cette réalité prégnante qui fait que demain, nous ne pourrons pas laisser exposer à la seule responsabilité d'un exécutif communal la charge de traiter ces questions-là. Il ne s'agit pas de dire « est-ce que cela va arriver ?» La question c'est « quand ?» Et que le quand, nous n'en sommes pas maîtres. Alors, face à cela, il y a un enjeu majeur, face à ces risques majeurs. Il s'agit tout à la fois de la décision politique et de la traçabilité de sa mise en œuvre. Et là, nous avons effectivement une responsabilité. Alors, à ce stade, je vous prie de croire que mes propos sont empreints d'une grande bienveillance et d'une totale amitié à l'endroit de mes pairs élus. Je vous prie de l'entendre comme cela parce qu'il ne s'agit pas entre nous de nous chercher querelle. Le sujet est trop grave. Il s'agit tout simplement de dire, mais alors, à quand l'émergence du ici à la Martinique? Co-construction et co-responsabilité. Parce que il y a plein de niveaux auxquels, bien évidemment, nous sommes confrontés lorsqu'il s'agit d'appréhender ces matières. Il y a le niveau local, il y a le niveau national et il y a le niveau mondial. Au niveau local, j'avais promis de le dire et donc je le dis, nous avons eu à connaître, dans un passé pas très éloigné, des démarches exemplaires. Et je ne le dis pas parce qu'il est présent cet après-midi, mais la démarche initiée par le président du Conseil général de l'époque, Claude Lise, a été exemplaire, parce qu'elle a été dans une démarche de concertation
où chacun a pu réellement poser les enjeux et construire autour des enjeux la réalité d'une vision de la Martinique. Aujourd'hui, je dois dire que je suis inquiet par notre faible capacité à nous projeter ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas seulement là de revendiquer, il s'agit d'être visionnaire et d'être responsable. Parce que comment le faire si demain, nous avons à traiter avec les autres niveaux, si entre nous, élus et responsables martiniquais, nous ne posons pas ce qui relève de l'essence même de la démarche, la concertation. Je vais rapidement passer ce qui a été évoqué ce matin, parce qu'il s'agit... Voilà, tout est cassé. Il ne s'agit pas de revenir sur la loi Letchimy ou ce qui avait été posé. Nous avons donc, au niveau national, un cadre qui a été posé et qui nous offre la faculté d'investir pleinement ce champ. Depuis 2015, quels actes ont été posés? Quels actes ont été posés? Alors, nous sommes confrontés aussi à un niveau international, Caraïbes, Europe, et bien évidemment, l'ordre mondial. Je vais rapidement conclure pour vous faire comprendre qu'il est temps que nous regardions dans la bonne direction. Parce que quelles que soient les structures caribéennes, nous sommes invités à y participer. Ça a été une lutte menée par des hommes et des femmes politiques depuis des décennies. Et aujourd'hui, cette conquête est une réalité. Alors, qu'en avons-nous fait? Je prenais exemple tout à l'heure avec le président Lise sur un déplacement que nous avions eu à Sainte-Lucie, en 1996, si ma mémoire est juste. Et à l'époque, personne ne se préoccupait de savoir finalement quelle était la couleur du statut de la Martinique et la réalité de ce que nous faisions faire. Nous étions légitimes et nous étions accueillis en tant que frères caribéens. Donc désormais que nous avons statutairement droit de cité, il nous appartient certainement d'être en capacité d'aller un pas plus loin. Et comme Monsieur Ludon est en train de me dire que je suis trop long, je vais quand même continuer. Juste pour terminer, vraiment terminer. Parce que le premier des 12 engagements qui a été pris à l'occasion du sommet à Paris au mois de décembre dernier, Caribbean Climate Smart Coalition, est pour nous un rendez-vous. Et ce rendez-vous, nous ne pouvons pas le rater. Parce que, à cette occasion, a été posée une réelle ambition qui est pour nous le vrai facteur de notre résilience. 2,8 milliards de dollars. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, sommes-nous capables ensemble, à l'occasion de ce colloque, de prendre une résolution pour interpeller le gouvernement et bien évidemment les membres de la majorité présidentielle pour que nous soyons capables d'être de ceux qui, sur la base d'un plan chiffré, seraient en capacité de négocier à la fois à l'échelon européen, mais bien évidemment au niveau de l'échelon régional, parce qu'il nous faut coporter cette démarche avec l'ensemble de nos voisins. Alors pour terminer, oui, la question de l'intégration par l'Union européenne du fait régional est une clé, parce qu'elle nous offre, à nous RUP, vraiment une qualité particulière, c'est de contribuer à l'action de l'Europe dans le monde. Merci.